Chers élèves de seconde, bonjour. Vous avez tous normalement reçu le courrier que je vous ai envoyé. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous alliez voir sur Vie scolaire. Il y a un courrier à destination de vous et de vos parents concernant la suite des événements et ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps. J'insiste à nouveau sur les félicitations que nous adressons à l'ensemble de la classe. Et nous sommes très fiers du travail que vous avez tous effectué jusqu'à présent, en tout cas pour tous ceux qui sont restés bien accrochés. Continuez ainsi. Il reste encore du travail. En mathématiques, pour tous ceux qui veulent faire la spécialité mathématique par la suite, vous voyez le programme sous les yeux, nous en avons encore jusqu'au 22 juin si nous voulons boucler la totalité de ce que vous avez besoin de savoir, ce dont vous avez besoin pour affronter l'année prochaine. Donc, restez bien connectés, restez bien accrochés, vous n'en passerez qu'un meilleur été. Félicitations à tous en tout cas. On continue l'aventure sur les vecteurs, ça va se compliquer un petit peu aujourd'hui. Je vais d'abord corriger les exercices que vous aviez à faire pour ce mardi, lundi 23h59. Ce sera toujours les mêmes dates si jamais j'oublie. Et ensuite, nous allons travailler sur un document que je vais mettre en ligne qui s'appelle Exercice de vecteurs sans repère. On va travailler d'abord sur ces exercices-là. Je ferai à la fin de cette séance un petit travail pour introduire la notion de repère quand on n'en a pas. Voilà, donc je vais expliquer ça au fur et à mesure, tout est lié, au cours de cette séance. Cette séance va être un petit peu longue, donc prenez votre temps, vous avez une petite heure devant vous, vous prenez votre cahier d'exercice, uniquement le cahier d'exercice, ça suffira. Et c'est parti, je vais vous laisser travailler comme d'habitude. Si la vidéo va trop vite, vous faites pause, vous prenez le temps de faire votre exercice ou de vérifier vos calculs avant de passer à la suite. Et vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez. Et s'il vous plaît, pour le bien de votre culture mathématique et pour vos connaissances, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, même si certains peuvent vouloir l'accélérer. Vous pouvez l'accélérer si vous avez compris, vous pouvez la ralentir si vous n'avez pas compris. Mais regardez-la bien dans son intégralité afin de bien faire face à ce chapitre sur les vecteurs. Alors, c'est parti. Pour la correction d'abord des exercices qu'il y avait à faire cette semaine. On commence par l'exercice 10, je crois. On commence par cet exercice 10, page 42. Aucune difficulté. Voici les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Je calcule le petit déterminant. L'avantage d'écrire les vecteurs avec les coordonnées verticales, c'est qu'on a vraiment le sentiment de faire un test de proportionnalité. 2 fois 3 moins 6 fois 1. Je préfère le test 2 fois 3 moins 6 fois 1 et voir si c'est égal à 0 plutôt que le test si 2 fois 3 est égal à 6 fois 1 comme on fait dans un tableau de proportionnalité. Parce que le problème, c'est que ça vous fait écrire une égalité sans savoir si elle est vraie, comme dans l'application de la réciproque ou de la contraposée du théorème de Pythagore. Donc écrivez bien 2 fois 3 moins 6 fois 1, et c'est à la fin du calcul que vous constatez si c'est égal à 0 ou pas. En l'occurrence, c'est égal à 0, les deux vecteurs sont collinéaires, mais comme les vecteurs ont un point en commun, ça signifie que géométriquement, les 3 points sont alignés. Pardon. Exercice 11. Effectivement, on teste ensuite la collinéarité des vecteurs à l'aide de ce petit déterminant, 2 fois 7,5 moins 3 fois 5. Ici, ça fait 0, les vecteurs sont collinéaires. J'insiste sur un petit point, vous avez deux moyens de vérifier que de montrer que deux vecteurs sont collinéaires, soit par le déterminant, soit si vous arrivez aussi à trouver un nombre, un coefficient qui multiplie les coordonnées de l'un pour obtenir l'autre. N'oubliez pas la définition la première propriété sur les vecteurs collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si il existe un réel qui multiplie l'un des vecteurs pour obtenir l'autre. Donc ici, le déterminant nous montre que les vecteurs sont collinéaires, mais ça signifie qu'il existe un nombre qui doit multiplier le vecteur u pour obtenir v. Ici, si on regarde bien, eh bien 2 fois 2,5 fait 5 et 3 fois 2,5 fait 7,5. Je peux me permettre d'écrire, je l'ai écrit ici d'ailleurs, que 2,5 fois u est égal à v. Si vous arrivez à trouver ce coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'un à l'autre, vous pouvez vous permettre de ne pas calculer le déterminant, puisque vous avez trouvé tout de suite un moyen de démontrer que les vecteurs sont collinéaires. Donc deux manières pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires.
soit par le déterminant si vous avez les coordonnées, soit en trouvant un coefficient qui permet de passer de l'un à l'autre par produit. La question numéro 2, moins 3 fois 2 fait moins 6, moins 6 fois 1, bah ça fait moins 12, le déterminant est égal à moins 12, il est non nul, les vecteurs ne sont pas collinaires. Le 3, bah par déterminant, vous trouvez que les vecteurs sont collinaires puisque vous obtenez 5 moins 5 et ça fait 0. Le plus difficile pour trouver un coefficient qui permet de multiplier U pour obtenir V, si vous le cherchez, c'est 12 septièmes. Il est un petit peu plus compliqué à trouver. Et enfin, le numéro 4, si vous faites le déterminant, vous obtenez 4 moins 4, qui fait 0. Les vecteurs sont collinaires. On peut observer qu'il suffit de multiplier le premier vecteur par racine carrée de 2. 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 4, pardon, par moins racine de 2. 2 fois racine de 2 fois moins racine de 2 fait moins 4, et moins 1 fois racine de 2 fait racine de 2. Je l'ai écrit ici, moins racine de 2 fois U est égal à V. Exercice 15, j'enchaîne, hein. Vous faites pause si vous avez besoin d'aller chercher un verre d'eau. Dans l'exercice 15, aucune difficulté, calcule les coordonnées du vecteur AB et AC, bon bah, ça va très vite. Voyez ici, on peut faire le déterminant 2 fois moins 6 moins 2 fois 6, ça fait 0. On peut aussi remarquer que c'est très rapide, 3 fois le vecteur AB est égal au vecteur AC. Si je multiplie les coordonnées de AB par 3, j'obtiens les coordonnées du vecteur AC. Donc soit le déterminant, soit un coefficient facile à trouver. Évidemment, si le coefficient est égal à 12 septièmes, c'est un peu plus délicat, autant passer par le déterminant quand vous le pouvez. Et si vous trouvez un coefficient évident, n'hésitez pas à l'utiliser, ça va plus vite. Donc les vecteurs sont collinéaires et donc les points sont bien alignés. Dans l'exercice 16, le vecteur Kn est de coordonnées 3, 2, le vecteur Ml est de coordonnées moins 3, moins 2. On constate, même sans déterminant, que moins Kn est égal à Ml ou que moins Ml est égal à Kn. Les vecteurs sont donc collinéaires. Attention ici, les vecteurs n'ont pas de point commun, donc il n'y a pas de point aligné. Ne me dites pas que Kn, Ml sont alignés, c'est faux. Si les vecteurs n'ont pas de point commun, ça signifie tout simplement que les droites sont parallèles, uniquement. On n'a pas d'alignement. L'exercice 52. On calcule les coordonnées. Alors l'exercice 52 est tout à fait typique de... Excusez-moi, oui c'est ça. L'exercice 52 est un exercice qu'on a déjà fait, dans le même genre que les exercices qu'on a déjà fait. On calcule les coordonnées du vecteur Mn, les coordonnées du vecteur QP en fonction de x, y. On a un parallélogramme si et seulement si deux vecteurs sont égaux. Deux suffisent, une égalité suffit pour montrer qu'un parallélogramme est... pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Une seule égalité de vecteurs suffit. On n'est pas obligé de tester tous les côtés. Ça me fait apparaître deux équations, une d'inconnu x, l'autre d'inconnu y, et on résout le système. Vous faites pause pour vérifier. Question 2, tout à fait identique. On obtient les coordonnées du point Q de moins 4, moins 5, et les coordonnées du point R de 9. Question 3, on calcule les coordonnées du milieu de RQ, on ne sait pas encore si c'est M, donc ne l'appelez pas M. Et par le calcul, on obtient les coordonnées moins 1, 2, qui sont les coordonnées du point M, et comme un point a des coordonnées uniques, ça ne peut être que le point M. Et exercice 53, des petites équations. Je le prends sous les yeux, ce 53. Sortez-moi de là, merci, hop, exercice 53 sur la page suivante. Nous sommes là. Les vecteurs sont collinéaires si et seulement si le déterminant est nul. On calcule donc le déterminant de ces deux vecteurs avec une inconnue. On a fait ça, j'ai donné un tout petit exemple dans le cours, on fait la même chose. Le déterminant ici, alors voyez bien la rédaction, s'il vous plaît, j'insiste sur la rédaction nécessaire. Vous devez coller à ces rédactions-là. Le 52, il faut vraiment apprendre à rédiger cet exercice 52 comme ceci. C'est fondamental, la clarté de la rédaction est fondamentale au fur et à mesure que les choses vont se compliquer, notamment l'année prochaine. Si vous avez une rédaction brouillon, ça va être très compliqué pour vous de faire le tri et de bien identifier quels sont les différents objets mathématiques, les équations, une différence entre un nombre et un vecteur. Et vous êtes encore trop nombreux à m'écrire qu'un nombre est égal à un vecteur, ou qu'un vecteur égale x, ou ce genre de choses, ou d'écrire des égalités avec des coordonnées, entre parenthèses. Donc faites bien cet effort-là. L'année prochaine, vous risquez de
perdre des points à cause de ça, déjà, et puis de perdre de la clarté dans vos raisonnements. Donc, en parlant de rédaction, on écrit bien U et V sont collinéaires, si et seulement si, et on écrit l'égalité qui doit être vérifiée par x, le déterminant égale 0. Vous résolvez l'équation par vous-même. J'obtiens 33 fois 11 plus 10, qui fait 43, et on divise par 5 pour obtenir ce résultat, que je ne me trompe pas. Voilà. Moins 43 sur moins 5, soit 43 cinquièmes. Pour le calcul 2, même chose, je vous laisse regarder l'équation. Vous faites pause. Et pour le calcul 3, je vous laisse regarder l'équation. Vous obtenez, s'il n'y a pas d'erreur, x carré plus 3 égale 0, soit x carré égale moins 3. Il n'y a pas de solution dans R. La question portait bien sur existe-t-il un réel x? Et la réponse, non, il n'existe pas de réel x. Et enfin, l'exercice 55. Le voili, le voici. Alors, très facile, puisque les vecteurs qui sont ici sont des vecteurs qui mettent en jeu l'origine du repère. Or, vous savez que les coordonnées du vecteur OC, ce sont les coordonnées du vecteur C. Les coordonnées du vecteur OA sont égales aux coordonnées du vecteur du point A. Qu'est-ce que je dis? Les coordonnées du vecteur OC sont égales aux coordonnées du point C. Les coordonnées du vecteur OA sont égales aux coordonnées du point A. Les coordonnées de OD sont les mêmes que les coordonnées de D, et les coordonnées de OB sont les mêmes que les coordonnées de B. Ce qui me permet d'écrire rapidement ceci. Le vecteur OC après calcul est de coordonnées 3, 6, donc le point C de coordonnées 3, 9. J'ai gardé l'écriture horizontale pour les vecteurs, c'est tout à fait possible. Vecteur OD est de coordonnées 6, 15, donc le point D est de coordonnées 6, 15. Pour la question 3, il suffit de calculer les coordonnées de I et de J par calcul de coordonnées de milieu. Vous obtenez ensuite le vecteur OI. Le vecteur OI a les mêmes coordonnées que le point I, puisque O est l'origine. Le vecteur OJ a les coordonnées de J, car O est l'origine. Soit vous calculez le déterminant, soit vous observez qu'en multipliant le vecteur OI par 3, 3 demi devient 9 demi, moins 1 devient moins 3. On a donc 3 OI qui est égal à OJ. Les vecteurs sont bien collinéaires, les points sont donc alignés. OIJ sont alignés. Les points OIJ, je vais peut-être le préciser, comme ça tout le monde est content. Parce qu'il y a d'autres points dans la figure. Voilà. Je passe maintenant à des exercices un petit peu plus compliqués. Vous avez observé que pour tester l'alignement ou le parallélisme de droite, c'était très facile avec des coordonnées. Que se passe-t-il si jamais nous n'avons pas de coordonnées et nous n'avons pas de repères? Deux manières d'aborder les choses. La première, se débrouiller uniquement avec des calculs vectoriels. Nous n'avons plus les moyens de faire le calcul par le déterminant, il va donc falloir trouver un autre moyen pour montrer que des droites sont parallèles ou des points sont alignés. Nous allons quand même utiliser la collinéarité des vecteurs, mais sans le déterminant. Voilà ce que je vous propose. Vous allez prendre gentiment la feuille que je vous ai mise en ligne. Cette feuille, vous pouvez la garder sous les yeux en termes numériques, mais vous pouvez aussi l'imprimer. C'est une feuille sur laquelle nous allons travailler et des exercices que je vais vous demander de finir pour la prochaine fois. Vous allez voir, on va les faire quand même en grande partie ensemble. Ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Vous prenez votre feuille, vous prenez votre cahier d'exercice. Lorsque je dirai pause, vous faites pause et vous faites votre exercice. Vous faites bien une recherche active. Vous n'attendez pas que je vous donne la réponse, sinon ça ne sert à rien. Et lorsque vous aurez fini ou lorsque vous ne trouvez pas, essayez d'être un petit peu, comment dirais-je, persévérant, de rechercher avant de prendre la solution. Vous relancez la vidéo et vous voyez ce qui se passe. Bien. Voici la situation que je vous propose dans l'exercice 1. Placer 3 points ABC dans le plan et construire les vecteurs 1 demi de CA et 2AB, c'est pas plus. 1 demi de CA d'un côté, 2AB de l'autre. Vous allez ensuite construire les points P et R, tels que BP est égal à BA plus 1 demi de AC, et BR qui est égal à 2BA plus AC. On part du point B, on suit ce chemin pour arriver au point R. Ça pose pas de problème maintenant, vous savez tous le faire. Vous me faites ça, pause, et dès que vous avez fini, vous relancez la vidéo. Voilà, donc la correction de cette première partie, de ce premier schéma. Donc j'ai pris ici 3 points quelconques, ABC.
Vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier, mais vous ne pouvez pas utiliser de coordonnées. Il n'y a pas de repère ici. Un carreau, on ne sait pas quelle est l'unité de ce carreau, donc... et on a pris chacun 3 points A, B, C différents. Si je déplace mes points, ça peut changer complètement la configuration de l'exercice. Alors, on construit donc les points. Alors le vecteur 1,5 de AC, l'1,5 de CA est ici. Le vecteur 2AB est ici par rapport à ce qui m'est demandé d'être construit. Ensuite, BP qui est égal à BA. Je pars de B et ça fait BP qui est égal à BA plus 1,5 de AC. Le point P est ici, se retrouve en fait au milieu de AC. Et le point R, tel que BR est égal à 2BA, 1, 2, plus AC, c'est-à-dire tout ce vecteur-là. Le point R est ici. Voici la construction que vous devez avoir en fonction du placement des différents points que vous avez placés. Alors, la question 3 est intéressante. Exprimer BR en fonction de BP. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'on vous demande un lien mathématique, un lien calculatoire entre le vecteur BR et le vecteur BP. Comment on va trouver ça? Regardez l'expression de BP et regardez l'expression de BR. N'y a-t-il pas un lien mathématique, un lien numérique calculatoire entre ces deux vecteurs? BP égale BA plus 1,5 de AC, BR qui est égal à 2BA plus AC. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on peut établir entre deux? Oui, très bien, merci. Certains ont déjà trouvé. Voilà, vous pouvez lever la main. Voilà, et oui, bien sûr, quelqu'un l'a vu? Oui. Regardez, il suffit de multiplier BP par 2 pour obtenir BR. Si je multiplie BP par 2, ça fait 2BA plus 2 fois 1,5 de AC, mais 2 fois 1,5, ça fait 1. BP multiplié par 2 est égal à 2BA plus AC. Eh bien, c'est exactement BR. Alors, je vais... ici, je l'ai écrit dans l'exercice 1. On constate que BR est égal à 2 BP. 2 BP est égal à BR. Vous avez remarqué que je peux faire cette constatation, ce lien entre le vecteur BR et BP, sans coordonnées, uniquement par la définition vectorielle des deux vecteurs BP et BR. La définition vectorielle du point P et du point R. Interpréter géométriquement ce résultat, eh bien, vous le savez déjà en prolongement des exercices que l'on vient de corriger, si 2BR est égal à BP, ça signifie que les vecteurs BR et BP sont collinéaires, et comme ils ont un point commun, signifie que les points sont alignés. Donc BRP sont alignés, dont alignés, mais non pas dont alignés, sont alignés. Voilà. On constate que BR est égal à 2BP, donc les points BRP sont alignés. Vous pouvez écrire ça pour la question numéro 3. Pendant ce temps-là, on peut constater sur la figure, effectivement, que si je trace la droite BR, elle passe par le point P. Voilà. Alors, un moment de réflexion, s'il vous plaît. Comment a-t-on montré que les points étaient alignés sans déterminant? En utilisant la seule propriété dont on dispose pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, à savoir, deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un réel K tel que l'un multiplié par K donne l'autre. Ici, j'ai pu constater que 2BP est égal à BR. Alors comment j'ai pu le constater? Je l'ai constaté parce que, si vous regardez bien, le vecteur BP, j'avais une définition vectorielle à l'aide de deux autres vecteurs, le vecteur BA et le vecteur AC. Et j'avais le même genre de définition, de décomposition de BR avec les mêmes vecteurs BA et AC. Le vecteur BP était exprimé en fonction de BA et AC. Le vecteur BR est aussi exprimé en fonction de BA et AC. Si j'ai la chance d'avoir ce genre de décomposition, ce genre d'expression pour chacun des deux vecteurs, eh bien j'ai peut-être la possibilité de regarder s'il n'y a pas un nombre qui multiplie l'un des vecteurs pour obtenir l'autre, en regardant les coefficients devant le vecteur BA et devant le vecteur AC. 1 fois BA plus 1,5 fois AC. Vecteur BR, c'est 2 fois BA plus 1 fois AC. On constate que si je multiplie toute cette expression par 2, j'obtiens la deuxième expression.
Ça va être le but de cette activité, de ces exercices, d'essayer d'utiliser des décompositions d'un vecteur le long de deux autres vecteurs en commun, afin de voir si je ne peux pas trouver un coefficient multiplicateur qui multiplie l'un pour obtenir l'autre. Alors la question maintenant, c'est ces expressions le long de ces expressions, ces décompositions avec deux vecteurs communs, si elles ne me sont pas données, comment je les trouve? Eh bien, ça va être le but des deux exercices suivants. Je prends l'exercice 2. On a ABCD, un parallélogramme, et on a le point E défini par vecteur AE est égal à 3 demi de AD, AE est égal à 1,5 AD, et le point H tel que CH est égal à 2 tiers de CD. Je prends le vecteur CD, la longueur CD, je la coupe en 3 segments, le segment CD, pardon, je le coupe en 3 segments de longueur égale, et j'en prends 2 pour obtenir le vecteur CH. Vous voyez que le but de l'exercice va être de prouver que dans ces circonstances-là, E, H et B sont alignés. Comment va-t-on faire alors que nous n'avons pas de coordonnées? Première possibilité, je parlerai de la deuxième un peu plus tard, eh bien on va essayer d'exprimer le vecteur BE et le vecteur BH en fonction de deux autres vecteurs, de deux mêmes vecteurs de la figure. Allez, je vous l'annonce tout de suite, on va essayer d'exprimer tous ces deux vecteurs en fonction du vecteur AB et du vecteur AD. Pour cela, on va utiliser deux outils. Le premier outil, les données de l'énoncé qui sont ici, et le deuxième outil, la relation de Chasles. C'est grâce à la relation de Chasles qu'on va pouvoir faire apparaître la décomposition de chaque vecteur le long des deux autres. On parle de décomposition le long de deux vecteurs. En utilisant à la fois la relation de Chasles et les données de l'énoncé. Alors évidemment, dans cet exercice-là, on vous guide. Première question, complétez les deux égalités de Chasles qui sont ici. Ça va très vite, hein, vous avez 30 secondes. Pause. Voilà, alors les deux égalités de Chasles qui sont ici sont très faciles à compléter. On les a ici sur l'exercice 2. Je les mets tout en bas. Vecteur BE est égal à BA plus AE et vecteur BH est égal à vecteur BC plus vecteur CH. Aucun problème. Maintenant, en quoi ça va m'aider à faire apparaître les vecteurs AB et AD dans mon égalité? Eh bien, concentrons-nous sur la première égalité. Le vecteur BE, c'est BA plus AE. Ici, j'ai BA. Alors, BA, c'est pas très difficile de faire apparaître vecteur AB, puisque le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB. Et alors, le vecteur AE, qu'est-ce que je vais en faire? Le vecteur AE, si je réfléchis, j'ai une définition du vecteur AE qui est toute là-haut. AE, qui est tout là-haut, pourquoi tout, n'importe quoi. AE est égal à 3 demi de AD. Vecteur AE qui est égal à 3 demi de AD. Je peux donc remplacer le vecteur AE par 3 demi de AD. Ah ben oui, mais c'est bien ça, parce que ça fait BE est égal à moins AB plus 3 demi de AD. Et ben c'est exactement ce que je veux. Une égalité entre BE et le vecteur AB et AD. Qu'est-ce que ça donne par écrit? Eh bien, BE était égal à BA plus AE, BA est égal à moins AB, et AE est égal à 3 demi de AD. Eh bien, c'est fini, j'ai bien BE en fonction du vecteur AB et du vecteur AD, avec chacun un coefficient devant. AB a le coefficient moins 1, AD a le coefficient 3 demi. Allez, à vous d'essayer de faire la même chose avec le vecteur BH, c'est BC plus CH. Comment faire apparaître avec le vecteur BC et avec le vecteur CH les vecteurs AB et AD. CH, il y a l'énoncé ici. Et un petit coup de main pour vous, n'oubliez pas que ABCD est un parallélogramme. Ça fait partie des hypothèses de l'énoncé, des conditions, des consignes de l'énoncé, des données de l'énoncé, que pour l'instant, nous n'avons pas encore utilisées. À vous de jouer, écrivez-moi BH en fonction de AB et AD en utilisant toutes ces informations-là. Pause. Oui. Eh bien, la réponse est ici. Le vecteur BH, c'est BC plus CH, donc BC plus 2 tiers de CD. J'utilise d'abord la définition du vecteur CH. Alors maintenant, avec BC et CD, comment je fais pour apparaître AB et AD? Eh bien, je n'oublie pas que
ABCD est un parallélogramme. Et regardez, mon vecteur BC, eh bien justement, comme ABCD est un parallélogramme, c'est égal au vecteur AD. Je peux donc remplacer BC par AD. De la même manière, le vecteur CD est égal au vecteur BA, car ABCD est un parallélogramme. Je peux donc remplacer CD par BA. J'obtiens donc que BH est égal à... Alors maintenant, si je les mets dans l'ordre, 2 tiers de BA, ça fait moins 2 tiers de AB, et le vecteur AD plus AD. J'obtiens donc cette décomposition du vecteur BH en fonction de AB et AD, avec un coefficient moins 2 tiers devant le vecteur AB et un coefficient plus 1 devant le vecteur AD. Même travail que tout à l'heure, j'ai donc ces deux expressions de BE et de BH en fonction de AB et AD, comme nous avions tout à l'heure BP et BR en fonction de BA et AC. Est-ce que vous allez réussir à trouver le coefficient qui multiplie l'un pour obtenir l'autre, afin de prouver que ces vecteurs sont collinéaires et à terme, que les points sont alignés? Alors, je crois que j'ai, voilà, ici réécrit tout en bas de l'écran les deux expressions de BE et de BH en fonction de AB et AD. Par quoi faut-il multiplier BE pour obtenir BH? Pause. Eh bien oui, ce n'est pas très difficile si on prend un peu de temps pour regarder. Voyez, moins AB, je dois obtenir moins 2 tiers de AB. Eh bien, il faut multiplier cette expression par 2 tiers. Mais est-ce que ça marche aussi pour AD? Parce qu'il faut aussi que ça marche pour AD. Est-ce que 3 demi fois 2 tiers va bien me donner plus 1? Eh bien, oui. On remarque que... Allez, c'est parti, on l'écrit ensemble. Si je multiplie le vecteur... Hop, je le fais en même temps que vous. Alors évidemment, s'il me fait n'importe quoi, on va pas s'en sortir. J'adore ce moment où tout ne se passe pas comme vous voulez. 2 tiers. 2, je vais aller trop vite. Voilà. Vecteur BE. Et bien, le 2 tiers de vecteur BE, c'est égal à quoi? Alors attention pour la rédaction, nous allons quand même bien montrer que BE fois 2 tiers va me donner le vecteur BH. Il faut bien l'écrire. Pour le premier, c'est pas très difficile, ça fait bien moins 2 tiers fois le vecteur AB. Aucune justification plus complexe à donner. Pour l'autre, je veux bien un petit effort du genre moins 2 tiers fois 3 demi, et on y va du vecteur AD. Alors voilà, donc là vous montrez bien que vous avez multiplié 3 demi par 2 tiers. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien au final, on va donner, c'est moins 2 tiers, ça change pas, du vecteur AB, plus, et le produit de... Voilà. Le produit de 2 tiers fois 3 demi est bien égal à 1. Et ça, moins 2 tiers de AB plus AD, eh bien c'est exactement le vecteur. Je vais le mettre ici, le vecteur BH. On a donc bien montré que ainsi, allez, j'en remets une couche, je ne sais pas pourquoi il me met une autre police de caractère. Ainsi, je peux écrire, on a, c'est un petit peu trivial, mais c'est pas grave, on n'en est plus à ça après, 2 tiers du vecteur BE qui est égal au vecteur, boum, BH. Eh bien c'est fini. Les vecteurs sont donc collinéaires, et les points, alors on précise les points, B, E, H, sont bien alignés. J'espère que vous avez joué le jeu, que vous avez essayé de chercher en même temps que moi, que vous ne vous avez pas subi les explications de ces deux exercices de manière purement passive. C'est un gros effort à faire, mais c'est fondamental pour la suite, pour bien comprendre comment fonctionnent ces vecteurs. On va en avoir besoin pour la suite et vous en aurez besoin l'année prochaine. Voilà pour cet exercice numéro 2. Vous allez être en autonomie sur les exercices 3 et l'exercice 3 et 4. Je vais quand même vous donner quelques pistes pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Exercice 3. Toujours le même contexte, on a ABCD qui était un parallélogramme.
F et E sont définis par deux égalités vectorielles. On vous demande de faire une figure. On vous demande de remarquer une première... Alors, il n'y a rien à justifier dans cette question 2. C'est une égalité de Schall qui est tout à fait classique. Il n'y a aucune justification à faire. Exprimer BE en fonction de AB et AD. Alors, BC et CE... Ah tiens, CE, il est dans l'énoncé. Et BC... Bon... ABCD est un parallélogramme, ça va peut-être pouvoir être utile. Bref, je veux BE en fonction de AB et AD, exactement comme on a fait dans l'exercice précédent. Question 3, et bien là vous êtes en autonomie. Montrez que BF est égal à moins AB moins 4AD. Alors le montrer, c'est par le calcul, ce n'est pas simplement en regardant la figure. On voit que. Et toute égalité vectorielle doit être justifiée. Là, et on y a un petit virage pour les élèves qui souhaitent faire des mathématiques l'année prochaine. Je veux que chaque égalité vectorielle soit justifiée soit par quelque chose qui a été écrit auparavant, écrit dans une question précédente, soit par des données de l'énoncé. En l'occurrence, ici, soit c'est une relation de Schall, propriété du cours, soit c'est une égalité qui est donnée dans l'énoncé, soit c'est une égalité qui vient du parallélogramme. Et c'est vraiment fondamental de faire cet effort-là. Donc BF, à l'oral, il va falloir introduire une égalité de Schall. Introduire quel point? Réfléchissons, vous voyez que le point F est introduit avec le vecteur DF, donc peut-être en introduisant la relation de Schall avec un point D, mais ça va faire un vecteur B. Je vous laisse vous débrouiller, vous devez obtenir BF égale moins AB moins 4AD par le calcul et avec rigueur. Une fois que vous aurez bien BE en fonction de AB et AD et BF en fonction de AB et AD, eh bien, même travail, vous montrez que les points BEF sont alignés en utilisant une égalité vectorielle et non pas le déterminant, nous n'avons pas de coordonnées. Petite question 5 de recherche, si vous voulez vous amuser. Même genre de démonstration, on cherche à prouver que G est sur la droite EF, c'est-à-dire des points alignés, c'est-à-dire des vecteurs collinaires, c'est-à-dire un vecteur qui est égal à k fois un autre vecteur. À vous de jouer. Exercice 4, c'est encore plus la totale autonomie de chez autonomie. Vous avez les points MNP qui sont définis par trois égalités de vecteurs. Alors attention, ici le triangle est quelconque, il n'y a pas de parallélogramme. Et on vous demande de vous débrouiller tout seul comme des grands en décomposant le vecteur Mn et le vecteur MP le long des vecteurs AB et AC. La petite astuce pour se sortir de cet exercice 4, c'est de utiliser une relation de Schall avec le vecteur Mn pour faire apparaître des données de l'énoncé. À l'oral, vous voyez que le vecteur Mn, une relation de Schall, ça peut être MA plus AN, ou MB plus BN, ou MC plus CN, ou MP plus PN. Alors laquelle choisir? Eh bien, si vous regardez dans l'énoncé, on voit que l'énoncé me donne le vecteur AM. Et l'énoncé me donne le vecteur AN, qui comme par hasard sont définis en fonction des vecteurs AC et AB, ce dont j'ai besoin. Par conséquent, une idée intéressante est de décomposer Mn comme le vecteur MA plus AN. Et MA, j'ai AM, c'est presque la même chose, et AN, je l'ai ici. Voilà un moyen de faire apparaître le vecteur AB et le vecteur AC dans une égalité impliquant Mn. Pas facile, je le conçois, mais avec un peu de temps, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la correction de ces exercices-là. Même chose avec MP, c'est un petit peu plus spécial. Là, il y a un petit truc à faire, une petite recherche à faire pour le vecteur MP. Et en déduire que les points sont alignés, eh bien c'est toujours la même chose. Essayez de trouver un coefficient qui multipliera la première expression de Mn en fonction de AB et AC pour obtenir l'expression de MP en fonction de AB et AC. Je vous laisse vous amuser avec tout ceci. Je vais devoir faire une petite vidéo supplémentaire pour vous montrer comment, dans certains exercices, lorsque je n'ai pas de repères, et pour éviter toute cette galère de décomposition de vecteurs le long de deux autres, eh bien comment je peux quand même introduire un repère et inventer un repère quand je n'en ai pas. Un dernier point qui va densifier un peu le travail de cette semaine, donc c'est un petit peu plus pour les élèves là qui vont faire des mathématiques l'année prochaine, c'est-à-dire quasiment la totalité d'entre vous.
si le conseil de classe se passe bien. Accrochez-vous, la semaine va être un petit peu plus dense, avec un troisième point que j'aimerais ajouter au cours. Vous allez prendre votre cours, dès que vous l'aurez, vous relancerez la vidéo. Voici ce que nous avons écrit la semaine dernière. Un ajout par rapport à ces histoires de décomposition de vecteurs par rapport à deux autres vecteurs. En fait, on va parler de la définition d'un repère. Voici ce que vous pouvez écrire dans votre cours. Je vous rappelle que 3 points non alignés, O, I, J, définissent un repère. C'est vrai, si vous prenez un point O, un point I et un point J, vous avez tout de suite la droite OI qui vous donne l'axe des abscisses, la droite OJ qui vous donne l'axe des ordonnées, les longueurs OI et OJ déterminant les unités pour chacun des deux axes. On dit que le repère est orthogonal si les droites sont perpendiculaires. De plus, si OI égale OJ, le repère est dit orthonormal. Vous n'avez pas besoin de réécrire ce rappel, simplement vous le dire. Bien. Eh bien, on peut créer un repère avec un point et pas seulement 2 autres points, mais 2 autres vecteurs. Prenez par exemple, dans mon repère ici, je prends le petit vecteur i qui sera en fait mon repère sur l'axe des abscisses OI. Vous imaginez le point I ici, et je prends le vecteur OI comme repère de l'axe des abscisses. Et le vecteur OJ sera le vecteur qui va de O à J. On ne voit pas les points I et les points J, mais ils sont bien donnés ici, et il n'y a pas les flèches au-dessus. Vous observez en fait que un repère peut être construit à l'aide d'un point et 2 vecteurs, puisque un vecteur me donne une direction, un sens et une longueur. La direction me donne la droite de l'axe, ici pour le vecteur I, la direction de l'axe des abscisses, à partir du point O origine. Le sens du vecteur me dit dans quel sens on va progresser de manière croissante, 1, 2, 3, 4, etc. Et la longueur du vecteur me donne l'unité de mon repère. Ainsi, le vecteur I me définit parfaitement l'axe des abscisses. Le vecteur J, lui, me définit parfaitement l'axe des ordonnées. Le vecteur J, sa direction me donne l'axe des abscisses, la droite de direction J passant par O. Le sens de J me donne dans quel sens je vais graduer dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5. Et la longueur, la norme du vecteur J va me donner la longueur unité, qui va me servir de graduation. Ainsi, les égalités vectorielles peuvent être remplies de la manière suivante. Le vecteur OM, eh bien pour aller de O à M, je peux utiliser un certain nombre de fois le vecteur I et un certain nombre de fois le vecteur J. Et ce certain nombre de fois le vecteur I et ce certain nombre de fois le vecteur J, eh bien tout simplement, ce sont les coordonnées du point M. OI multiplié par, alors combien de fois il me faut le vecteur I? Eh bien il me faut 2 fois le vecteur I, plus 3 fois le vecteur J, pour aller de O à M. Pas très difficile ici, si j'efface. Voilà. Voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème de clavier. 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J. Pour le vecteur ON, combien de fois faut-il le vecteur I et combien de fois faut-il le vecteur J? Ben encore une fois, ça correspond aux coordonnées du point N. Moins 2 fois le vecteur I plus 4 fois le vecteur J. Moins 2 fois le vecteur I plus 4 fois le vecteur J. Et de la même manière, pour aller de O à P, bah vous aurez compris, vous pouvez compléter vous-même combien de fois le vecteur I et combien de fois le vecteur J. 3 fois le vecteur I et 4 fois, et moins 4 fois le vecteur J. Alors je peux remplacer le plus par moins 4 fois le vecteur J. Ainsi, pour trouver les coordonnées d'un point, en fait, les coordonnées d'un point correspondent au nombre de fois dont j'ai besoin d'utiliser le vecteur I et le vecteur J pour aller de l'origine au point M. Ainsi, un repère peut être défini par un point et 2 vecteurs qui me donnent respectivement les directions de l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le sens et l'unité de graduation. Vous avez ceci qui vous pouvez noter dans le cours, je vous laisserai faire pause. Plus généralement, si on considère un point M de coordonnées x, y du plan, on peut écrire que le vecteur OM, c'est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j, où on retrouve les coordonnées du point M.
On dit alors que le repère est défini par son origine O et par deux vecteurs, I et J, non collinéaires. Évidemment, les deux vecteurs doivent être non collinéaires car les deux axes ne peuvent pas être parallèles. Donc, deux vecteurs non collinéaires, non nuls, et une origine définissent un repère. Pour tout point M, eh bien, les coordonnées de ce point M, c'est tout simplement le nombre de fois qu'il faut le vecteur I et le nombre de fois qu'il faut le vecteur J pour aller de O à M. Vous notez tout ceci, quand vous aurez fini, vous relancez l'exemple suivant. Regardez, je n'ai pas besoin que le repère soit forcément orthonormal. Ici, A, B, D, C est un parallélogramme, et j'ai ici reproduit des parallélogrammes plus ou moins identiques, en fait une sorte de quadrillage que j'ai fait avec A, B, D, C. Dans ce quadrillage à partir de A, B, D et C, le quadrillage que j'obtiens ici, et bien dans ce quadrillage, je peux très bien définir un repère, en prenant A comme origine, AB comme l'axe des abscisses, et AC comme l'axe des ordonnées. Ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas? Alors, ainsi, quelles sont les coordonnées de A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P dans ce repère-là? C'est pas très compliqué, il suffit de voir combien de fois il faut que j'utilise le vecteur AB, combien de fois il faut que j'utilise le vecteur AC pour aller de A jusqu'au point que je cherche. Alors, quelles sont les coordonnées de A? Vous allez tous pouvoir le déterminer. Avant que je l'écrive, vous aurez deviné, si l'origine c'est A, les coordonnées de A, ça reste 0, 0, évidemment, bien sûr. On continue. Quelles sont les coordonnées de B? Alors, coordonnées de B, combien de fois le vecteur B et combien de fois le vecteur C? Eh bien, pour aller de A à B, j'utilise une fois le vecteur AB et 0 fois le vecteur AC. Les coordonnées de B, c'est donc une fois le vecteur AB et 0 fois le vecteur AC. On peut continuer ainsi comme ça. Les coordonnées de C, eh bien, pour les coordonnées de C, réfléchissez. Combien de fois le vecteur C, combien de fois le vecteur AB? 0 fois le vecteur AB, mais une fois le vecteur AC. Les coordonnées de C sont donc 0, 1. Combien de fois dois-je utiliser le vecteur AB et le vecteur AC pour aller de A à D cette fois-ci? Eh bien oui, j'utilise une fois le vecteur AB et une fois le vecteur AC qui est égal à BD car ACDB est un parallélogramme. Les coordonnées de D sont donc 1, 1. Dans un cas pas trop compliqué comme celui-ci, en fait, je n'ai pas besoin de justifier. Ça se lit presque quasiment automatiquement dans un pseudo-quadrillage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire un autre point un peu plus facile. Tiens, le point F. Est-ce qu'il est facile, ce point F? Non, il n'est pas très facile, ce point F. Quelles sont les coordonnées de E et F? Alors, allez, on essaye E, je vais vous donner, puis après vous entrerez sur la suite. Combien de fois le vecteur AB, combien de fois le vecteur AC pour aller de A à E? Eh bien, je regarde, pour aller de A à E, je prends une fois le vecteur AB, et j'ai une deuxième fois le vecteur AB nécessaire, et ensuite une fois le vecteur AC. Les coordonnées de E dans le repère A, AB, AC sont donc 2, 1. 2, 1. Quelles sont les coordonnées de F? Tiens, je peux enchaîner. Oui, 2 fois le vecteur AB, et ensuite 2 fois le vecteur AC. 2, 2. On fait le point G? Allez, on fait le point G. G. Alors, je pars de A. Combien de fois AB? Une fois AB et 2 fois AC pour aller de A à G. Une fois AB, 2 fois AC. Le point H. Vous lisez en même temps que moi. Mettez un petit espace ici. Hop. Le point H. Une fois AB et 1, 2, 3 fois AC. Une fois AB, 3 fois AC. On montre que si vous trouvez un chemin avec un certain nombre de fois AB et un certain nombre de fois AC, ce chemin est unique. Les coordonnées d'un point sont uniques dans un repère donné. M, il n'y a pas plusieurs possibilités. Alors le M, pour aller de A à M, combien de fois AB, combien de fois AC? A. AB, il va falloir que j'aille dans l'autre sens, donc moins une fois AB, et que j'utilise le vecteur AC dans l'autre sens aussi, moins une fois AC. Moins 1, moins 1. Les coordonnées de M sont moins 1, moins 1. On continue. Les coordonnées de N. N est là.
de A, moins 1 pour le vecteur AB, et je m'arrête là. Donc moins 1 et 0 fois le vecteur AC. Les coordonnées de O. Alors, les coordonnées de O, c'est de A, je pars moins une fois le vecteur AB, par contre, plus une fois le vecteur AC. Donc, moins 1, 1. Et il me restera le P. Il m'arrête là. Je peux voir qu'est-ce qui se passe si je continue. Le point P, eh bien, j'ai 0 fois le vecteur AB, par contre 2 fois le vecteur AC, donc 0, 2 pour les coordonnées du point P. Bon, pas forcément facile, mais vous allez voir dans les exercices que je vais vous montrer, parfois des configurations sont quand même plus simples. Alors, si vous voulez vous amuser, ce n'est pas obligatoire. Pour les professionnels, vous pouvez vous amuser avec la même figure, retrouver toutes les coordonnées de tous les points A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, P, mais dans un autre repère. Imaginez maintenant que mon origine soit le point M, que MN me donne l'axe des abscisses, et MA l'axe des ordonnées. Quelles sont alors les coordonnées de tous les points dans ce repère-là, sans justification. Et puis dans un autre repère, par exemple, imaginons que l'origine cette fois-ci soit D, que DF me donne l'axe des abscisses. Alors il est vertical, c'est un peu bizarre, mais ça vous fait travailler un peu votre imagination pour les professionnels, là. DF l'axe des abscisses, DC l'axe des ordonnées. Dans ce repère-là, quelles sont les coordonnées de tous les points? Attention, l'ordre XY, abscisse ordonnée, est donné par l'ordre des vecteurs dans mon repère. Si je dis M, Mn, Ma, c'est-à-dire, ça veut dire que le nombre de fois que j'utilise le vecteur Mn, ce sont les abscisses, et que le nombre de fois que j'utilise le vecteur Ma, ce sont les ordonnées. Même si, comme DF, comme AB, ici, les axes semblent être verticaux horizontaux. Là, ici, c'est un exemple un peu rare, mais c'est un exemple où l'axe des abscisses n'est pas forcément l'axe horizontal. Alors, quelques exercices pendant que le voisin ferme sa porte. Quelques exercices pour vous aider à comprendre ce contexte-là. Un exercice, premier exercice que je vais vous demander. Attention, l'énoncé est sur la vidéo. Il ne sera pas en format papier ou en format PDF. Vous prenez A, B, C, D, un rectangle quelconque. On trace le point E tel que AE est égal à 3AD. AF est égal à 2AB. Et AG est égal à 5 quarts de AC. AG, 5 quarts de AC. La question que je vous pose, remarquez, je peux la mettre en texte, c'est dans le... Alors, on va se fixer un repère. Dans le repère A, je vais l'appeler ABD. Dans le repère ABD, donner sans justifier les coordonnées de tous les points. Voilà la première question. On va même se payer le luxe de l'appeler première question. Deuxième question. Les points E, F et G sont-ils alignés? Ouh. J'ai mis deuxième question. Il n'a pas mis deuxième question. Il met deuxième question. Voilà. Voilà l'exercice. Alors je vais vous aider un petit peu. Comment on va répondre à cette question-là? On peut utiliser la technique qu'on a vue dans les exercices précédents, c'est-à-dire essayer de décomposer les vecteurs le long de deux autres. C'est une technique tout à fait possible. Seulement, ça fait intervenir, par exemple, les vecteurs EG et les vecteurs EF, ou les vecteurs GF ou les vecteurs FG. Deuxième possibilité, je crée un repère dans lequel je vais déterminer les coordonnées de tous ces points, et grâce à ces coordonnées, je vais pouvoir utiliser à nouveau le test de collinéarité. Alors, comment créer un repère? Là, vous l'avez sous les yeux, ça paraît assez évident. Le repère que je vais utiliser, c'est le repère du point A pour origine, qui va prendre AB pour l'axe des abscisses, en vecteur AB pour l'axe des abscisses, et vecteur AD pour l'axe des ordonnées. Ainsi, uniquement avec une figure qui au départ n'a pas de repère, je crée un nouveau repère.
Je vais tout simplement le créer, ce repère. Regardez, ici, blim, et tac, je mets même un quadrillage. Je vais enlever. Vous voyez, la longueur AB va me servir de longueur unité, et la droite AB d'axe des abscisses, ainsi que la longueur AD va me servir d'unité sur l'axe des ordonnées, et la droite AD, justement, ce fameux axe des ordonnées. À ce moment-là, une fois que j'ai ça sous les yeux, tout devient super facile. Le point A est de coordonnées 0, 0, le point B est de coordonnées 1, 0. Je vous laisse me donner les coordonnées du point C, du point D, du point E et du point F. Trop facile. Le point G, c'est un petit peu plus compliqué, même si je ne vous demande pas de justification, il faut quand même réfléchir un peu à ces coordonnées de ce point G, tel que AG égale 5 quarts de AC. Une fois que vous avez les coordonnées du point E, du point G et du point F, eh bien, il n'y a plus qu'à faire le test de collinéarité avec le vecteur EGEF, par exemple, ou FGFE, ou GEGF, etc., etc., si vous avez compris ce qu'on a fait la semaine dernière. Ce qui est formidable avec cette technique, c'est qu'on n'a absolument pas du tout besoin de... Cette technique va fonctionner quelle que soit la forme de mon rectangle. Et c'est ça qui est assez incroyable. Regardez ici, si je modifie la taille de mon rectangle, le repère suit complètement. Et je peux toujours faire l'exercice avec le même repère. Les coordonnées de F et de E et de A, B, C, D, et même les coordonnées de G, en fait, ne changent pas. Donc ici, vous pouvez modifier l'ensemble de votre figure sans aucun problème. Quelle que soit la forme du rectangle, les coordonnées sont les mêmes. Voilà. Donc, cet exercice à me faire pour la prochaine fois. C'est un petit peu plus dense. Je vais vous donner un autre exercice, s'il vous plaît. Alors, j'ai ajouté dans votre... Pardon, il n'est pas là. J'ai ajouté dans votre petit cahier de texte les exercices suivants. J'ai ajouté le 56. ABCD est un carré de côté 1. Vous faites une jolie figure. Alors, je vous conseille de placer le carré A, B, C, D. A, B, C, D. Pour avoir AB sur l'axe des abscisses, comme c'est suggéré ici. On le voit ici. AB comme axe des abscisses et AD comme axe des ordonnées. Dans le carré ABCD, déterminez les coordonnées de CEF dans ce repère et vérifiez que les points CEF sont alignés. Vous voyez exactement le même principe. Et je l'avais annoncé, donc je le donne, l'exercice 62. Alors ça, c'est un de mes exercices préférés. Pour les professionnels, cet exercice, je vais le laisser facultatif, parce que ça vous fait déjà beaucoup de travail, mais pour ceux qui veulent me le faire, ça sera tout à fait considéré et mis en valeur dans votre bulletin et sur votre travail. OABC est un carré, OAD est un triangle équilatéral à l'intérieur du carré, et ABE est un triangle équilatéral à l'extérieur du carré. Et on vous demande de prouver que C, D et E sont alignés. C'est un exercice qui peut être fait dès la 4e, en jouant avec les angles, mais c'est un exercice qu'on peut faire aussi avec les coordonnées et les tests de collinéarité. Il suffit de prendre O comme origine, OA comme axe des abscisses et OC comme axe des ordonnées, avec OA comme unité et OC comme unité. À ce moment-là, les coordonnées de O, A, B, C sont évidentes. H est le milieu, c'est facile. Et on vous guide pour vous aider à déterminer les coordonnées du point D et les coordonnées du point E exactement dans ce repère. Une fois que vous aurez ces coordonnées-là, vous pourrez faire le test de collinéarité. Attention, je le précise à ceux qui vont se lancer dans cet exercice, pour pouvoir faire un test de collinéarité, il faut des coordonnées exactes. Il n'est pas question d'utiliser des valeurs approchées au centième ou au dixième. Donc, vous devez conserver l'écriture exacte des nombres. Il va peut-être y avoir des racines carrées qui vont apparaître. Et il va falloir faire le test de collinéarité avec ces racines carrées. D'où un exercice qui mêle à la fois vecteur, test de collinéarité et calcul avec racines carrées. J'adore. Donc, au travail, il vous reste donc cet exercice 62, cet exercice 56. On va faire un petit montage et je vais vous présenter tout de suite quand tu veux. Merci.
Voilà. Tac, un petit 200, 150, 200. Il vous reste donc aborder tous les exercices que je vous ai demandé. Attention, hein, c'est un peu dense parce que la semaine prochaine, on va attaquer les droites du plan. Il nous reste aussi les probabilités à aborder, donc je risque d'accélérer un petit poil. Là, cette semaine, c'est la plus chargée. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. En tout cas, il faut bien vous rendre compte de la quantité de travail qu'on va vous demander en première. Donc, les exercices de la feuille que je vous ai montrés avec la décomposition de vecteurs le long des deux autres. L'exercice 56 et 62 de la page 246. J'ai rajouté le 89, page 251, qui sont facultatifs. Alors je vais le mettre. Facultatif. Hop. 62, page 246. Et voilà. Puis 56, page 246. Vous les notez. Plus à me faire aussi le petit exercice de la vidéo. Je vais vous le donner en finale. L'exercice de la vidéo, c'est celui-ci. Bon courage à tous. Un petit peu plus de travail. Certains vont être un peu perdus. J'en suis désolé. Il faut quand même que j'avance, vu que je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous revoir. Bon courage à tous. Restez bien concentrés, restez bien accrochés. Et je vous dis à mardi prochain au plus tard.